pourquoi les hommes et les femmes prennent les mêmes médicaments. On sait quand même qu'on est assez différents physiologiquement, physiquement. Oui, mais on le sait pas tant que ça, et surtout la science a été pensée par les hommes pour les hommes. Depuis que la science existe, on parle dans le livre de la construction de la science à l'Antiquité, avec cette conception du corps féminin comme inférieur, fragile, différent intrinsèquement, mais pourtant il n'a pas été du tout la référence dans la recherche biomédicale, et c'est encore le cas aujourd'hui où les femmes sont encore sous-représentées dans les essais cliniques. Alors ça paraît un peu anecdotique, mais pourtant ça peut avoir des effets concrets, puisque finalement, en étant très minoritaire dans ces essais cliniques qui sont censés tester l'efficacité d'une molécule, mais aussi son innocuité, il apparaît que parfois les effets secondaires ne sont visibles que dans la vie réelle du médicament. Donc une fois qu'il est arrivé sur le marché, et aujourd'hui les chiffres montrent que les femmes sont représentées de façon mondiale à peu près à hauteur d'un tiers dans les essais cliniques, sauf qu'ensuite, si on regarde un peu dans le détail, on voit qu'elles sont très très fréquentes et très majoritaires dans les essais qui vont concerner des pathologies purement féminines, et qu'elles sont beaucoup moins présentes dans des pathologies mixtes, on va dire. Donc ça montre bien qu'il y a encore un biais dans la façon dont on les inclut dans les essais cliniques. Elles sont par exemple sous-représentées dans les essais concernant les pathologies cardiaques, alors que c'est la première cause de mortalité chez les femmes en France. D'ailleurs, on connaît assez peu le symptôme de la crise cardiaque, les indicateurs, les alertes chez les femmes. Oui, alors quand je parlais de biais de genre, ça peut être des choses comme celle-ci. Au cours des études de médecine, les médecins vont se baser sur les critères un peu principaux, la douleur dans le bras gauche, etc. Mais pour les hommes, les hommes. Chez les femmes, ça peut se traduire différemment, pas obligatoirement, mais ça peut. Une fatigue générale, des nausées, une fatigue inexpliquée peuvent être des alertes. Donc ça nécessite ensuite d'investiguer. Et souvent, quand ces femmes présentent ces états, on va plutôt les orienter vers des anxiolytiques, des antidépresseurs. Toujours une tendance à psychologiser. On revient un peu à ce vieil argument de l'hystérisation des femmes. Mais Delphine Bauer, j'arrive pas à comprendre pourquoi les femmes sont comme ça, ne représentent qu'un tiers des essais cliniques. C'est elles c'est nous qui ne voulons pas nous prêter à ces essais cliniques-là, où il y a eu un événement déclencheur. Il y a plusieurs freins. Le plus important, c'est un frein historique. C'est un scandale qui s'appelle le scandale du thalidomide, un médicament qui a été donné à des femmes dans les années 60. En France ? Non, en France, ça a été justement l'exception, mais ça a été à peu près le cas partout dans le monde. Et en France, ça n'a pas été le cas justement pour des retards administratifs. Donc on critique souvent l'administration française. Pour le coup, ça a peut-être sauvé une partie des femmes et des fœtus français. C'est un scandale mondial, ça. Ouais, c'est un scandale mondial. À échelle, il y a à peu près 15 000 bébés qui sont arrivés déformés parce que ce médicament, qui était donné vraiment pour calmer les nausées alors qu'il était un sédatif, a été tératogène, donc impliquait des déformations chez les fœtus. Donc ça a été un scandale, ça a été un choc. Bien sûr, l'état de la science et de la pharmacovigilance, c'est-à-dire la remontée des effets secondaires, n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, suite à cet événement et à ce scandale, les femmes ont été retirées de la recherche clinique pour les protéger. Donc à la base, c'est plutôt pour les protéger elles et leur fœtus. Mais aujourd'hui, on se dit que peut-être ça a été contre-productif, qu'en ne les incluant pas ou très peu dans les essais cliniques, mais on est peut-être passé à côté d'effets qui auraient pu être différents chez elles que chez les hommes. Donc ça nécessite de se poser la question de ventiler les résultats, en tout cas de s'intéresser à la donnée femme autant que possible au cours de ces essais. Et ce qui est fou, c'est que les femmes, j'apprends ça aussi dans votre livre, Mauvais traitements, ont été exclues de la recherche d'une autre grande maladie, c'est le sida. Oui, c'est un sujet sur lequel on a pas mal travaillé au cours de ce livre, qui nous a semblé assez symptomatique. Le sida, c'était le cancer gay, donc une maladie socialement représentée par des hommes. Très naturellement, la recherche s'est basée sur des hommes. Elle a été pourtant tardive. On a vu qu'Actop avait dû mettre un gros coup de gueulante pour pouvoir obtenir des essais plus rapides de la part des laboratoires pharmaceutiques. Et donc ces femmes, elles ont été les plus invisibles des invisibles parmi ces victimes du sida. Et effectivement, on donne la parole à plusieurs d'entre elles qui racontent que leurs effets secondaires propres, comme des effets secondaires gynécologiques ou par rapport à une prise de poids différente de celle des hommes, ont été ces appels à l'aide ont été invisibilisés, peu entendus par les médecins. Et parfois, ça pouvait frôler la catastrophe avec des effets cardiovasculaires importants qui étaient méconnus. Minute Papillon sur France Bleu. Sidonie Bonnec.